Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rachta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Bonjour et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous parlons de Trump et de ses supporters. Il y a de l'eau dans le gaz. Notre point de départ sera la tentative d'attentat à Washington le 25 avril dernier contre le président américain. Une attaque déjouée qui a surtout mis en lumière une fracture plus ancienne, celle du camp trumpiste. Car dans la magasphère, cette galaxie de militants, influenceurs, commentateurs pro-Trump, le président ne fait plus totalement l'unanimité. Pourquoi ? Une partie de sa base la plus radicale estime qu'il a abandonné certaines promesses historiques du mouvement. On vous raconte tout ça. Trump et la fracture MAGA, c'est le 108e numéro de Complorama. Laissez-moi comprendre. Un type de Californie, 31 ans, savait qu'au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, il n'y aurait aucune sécurité. Ce type est entré par la putain de porte d'entrée avec une arme. Il n'y avait aucune sécurité. Vous ne me ferez pas croire que ce n'était pas une putain de mise en scène. Regardez cette vidéo. Franchement, en tant que personne qui est allée, il n'y avait aucune sécurité. Il suffisait de montrer son billet. On pouvait entrer complètement librement. Il n'y avait ni palpation, ni détecteur de métaux, rien du tout. Et je ne comprends même pas comment cela a pu arriver alors que le président des États-Unis devait prendre la parole et qu'il a déjà été la cible de tentatives d'assassinat. C'est vraiment fou. On vient d'entendre Ryan Matta, un documentariste complotiste américain qui remet en cause la sécurité lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche le 25 avril dernier dans une vidéo avec une femme qui était également, elle, dans cet hôtel, le Washington Hilton. Des images et des théories comme celle-ci, j'imagine, Tristan, qu'il y en a eu beaucoup. Oui, c'est un moment assez exceptionnel et assez déroutant, un véritable tsunami de théories complotistes et d'expressions complotistes en ligne juste après l'attentat. Et on a d'ailleurs des chiffres assez significatifs, notamment le terme « staged », qui veut dire mise en scène, qui a été employé plus d'1 million de fois, environ 48 heures. Donc c'est dire vraiment l'ébullition folle qu'il y a eu autour de cet événement. Donc on a de multiples récits qui viennent se greffer là-dessus, mais c'est surtout un moment qui vient s'appuyer, je crois, sur des précédents. C'est pas le premier attentat qui vise Trump, et donc on a précédemment eu notamment l'attentat en 2024 à Butler en Pennsylvanie, qui lui aussi avait généré son lot de théories complotistes. Donc on n'est pas sur un terrain vierge, on est plutôt sur un terrain qui a déjà été travaillé par la complosphère et qui vient s'enrichir et exploser durant cette séquence. Et à l'époque, il faut se rappeler que cette ébullition complotiste avait vraiment impacté une bonne partie de l'opinion publique américaine. On avait un sondage d'ailleurs durant la période de 2 jours qui ont été faits, je crois, quelques jours après l'attentat de Butler, et on avait un chiffre, 1 Américain sur 5 qui trouvait crédible l'idée qu'il y ait une mise en scène avec presque un tiers pour les électeurs de Biden. Quand il y a eu cet attentat contre Trump, il y a eu quand même une sorte d'unité nationale pendant quelques jours. On se rappelle tous de cette photo avec un Trump la main en l'air qui a fait la une de tous les journaux. Et pendant quelques temps, il était un peu, j'allais dire, sur un nuage. Il y a une unité nationale qui avait, disons, j'allais dire, peut-être asséché cette dynamique complotiste qui est totalement absente sur cette séquence-là actuelle. Là, après cet attentat, on a l'impression qu'il y a une véritable, j'allais dire, explosion complotiste, et il ne bénéficie pas de cette unité nationale qu'on avait vue auparavant. Et puis il y a un mot que tu aimes bien, Tristan, c'est l'hybridation, et c'est le cas ici entre plusieurs camps. On a plusieurs communautés qui viennent s'agréger sur cette séquence. Et de façon assez notable et de façon de plus en plus significative, on a une partie qui, naturellement, de la complosphère, disons, démocrate, qui évidemment ne porte pas Trump en étendard, qui sont plutôt anti-Trump, qui eux, évidemment, vont avoir la tentation de pousser des récits complotistes et de remettre en cause la réalité de cet attentat, en expliquant que c'est une mise en scène. Et donc on a une part de cette complosphère démocrate qui vient rejoindre une partie de la complosphère plutôt d'extrême droite républicaine qui, elle, est en sécession avec la base MAGA. Il faut garder à l'esprit que depuis, et on va en parler dans ce podcast, il y a vraiment au sein de la complosphère
pro-Trump, une véritable fracture. Et dans cette fracture-là, on a une partie de la complosphère qui s'est retournée contre Trump et qui est rejoint en partie par la complosphère démocrate et une couche supplémentaire originale sur la séquence qui nous intéresse aujourd'hui, cet attentat, c'est que on a aussi l'Iran qui vient, cette fois-ci, rejoindre la cohorte de ceux qui poussent les récits complotistes autour de cet attentat, en expliquant que c'est effectivement une mise en scène. Et donc, on a toutes ces communautés qui, évidemment, sont en train de peser lourdement et d'accentuer cette fracture préexistante au sein de la magasphère. Dernière chose, évidemment, ces récits peuvent être contradictoires, de différentes natures. Certains vont dire que c'est une mise en scène. D'autres vont dire que, alors, soit il n'y a pas d'attentat, il n'existe pas, il n'y a pas eu d'attentat. Soit il y a un vrai attentat qui serait piloté peut-être, pourquoi pas, par le Mossad ou Israël. La seule chose qui est commune avec tous ces récits complotistes, c'est qu'ils sont contre Trump. Ils remettent en cause ils s'attaquent essentiellement à Trump. C'est lui qui est visé. Rudy, après coup, la complosphère a réussi à regrouper des éléments donc totalement différents parfois pour réussir à dire que c'est un complot. Oui, on a vraiment assisté en temps réel à une construction collaborative, non pas d'un faisceau de preuves, mais d'un millefeuille d'arguments censés démontrer la mise en scène, la manipulation. C'est ce que permettent les réseaux sociaux, c'est-à-dire un foisonnement extraordinaire d'éléments en un temps très resserré, vraiment quelques heures. Et pourtant, il y a, pour le coup, rien de mystérieux dans ce qui s'est passé. On sait qui est l'assaillant, il a été arrêté, on sait pourquoi il a agi, il explique tout dans un manifeste envoyé quelques minutes avant de passer à l'acte à ses proches. Or, la pensée du soupçon s'est quand même emballée et on a nos complotistes, improvisés, qui sont obligés de monter en épingle des éléments soit complètement anodins, soit de distordre les faits, soit de carrément inventer des faux. C'est vraiment ce qu'on a vu. Donc, ça commence avec les propos de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, dont on dit qu'elle a annoncé la fusillade quelques minutes avant parce que tout simplement elle dit ce soir, c'est intraduisible, mais en gros ça va tirer à balles réelles. Sous-entendu, les gens vont en prendre pour... Trump va pas se laisser faire parce que d'habitude, au dîner des correspondants... Voilà. Et donc certains disent regardez, elle est en train d'annoncer ce qui va se passer, ce qui est absolument absurde. Ensuite, il y a une image qui a beaucoup circulé, mais le problème c'est qu'on ne peut pas l'authentifier. Et a priori, c'est une fausse image dont on dit qu'elle serait issue du compte Instagram de Cole Allen, c'est-à-dire le tireur. On le voit, lui, ou quelqu'un qui lui ressemble en tout cas, qui porte un sweatshirt avec un bout de logo de l'IDF, c'est-à-dire l'armée israélienne. Et donc on dit oui, mais en fait, regardez, s'il porte ce sweatshirt, c'est donc qu'il est pro-israélien ou sioniste et que donc il agissait sur commande des Israéliens. Et je crois qu'il y a une autre théorie du complot qui... Oui, il y en a de multiples, mais il y en a une qui est assez déroutante, qui repose sur un tweet qui avait été publié en 2023 d'un compte assez obscur qui s'appelle Henri Martinez et qui avait tweeté un seul message, le nom du tueur, c'est-à-dire Cole Allen. Et évidemment, la complosphère s'est jetée sur ce tweet en imaginant que apparemment, quelqu'un savait avant, quelques années, 3 ans avant, et que donc, quelque part, tout ça était pré-organisé, avait été prévu par je ne sais quelle entité mystérieuse. Et donc, ce tweet-là, qui est une réalité, qui est un vrai tweet, qui a été publié effectivement en 2023, a eu une telle audience, je crois qu'on a dépassé les 55 millions de vues sur ce tweet, avec toute une série de fantasmagories projetées dessus, encore une fois, en se posant la question de comment est-ce que ce compte Twitter savait. A priori, c'est une pratique assez commune aux trolls du forum 4chan aux États-Unis, qui est un forum toxique sur lequel beaucoup d'internautes cherchent à créer des théories complotistes et les diffuser sur les plateformes sociales. Et donc, en 2023, certains sur le forum 4chan se sont amusés à créer des comptes sur X, mais des comptes privés, dans lesquels ils multipliaient la publication de noms et de prénoms. Donc c'est des comptes qui vont publier des centaines et des centaines de noms en privé, c'est-à-dire que personne ne sait qu'ils ont publié ces noms. Et le jour où un de ces noms
commence à faire l'actualité, eh bien celui qui est le propriétaire de ce compte va effacer tous les autres prénoms, va mettre son compte en public, et soudainement on va découvrir effectivement un compte qui comporte le nom qui fait l'actualité à l'instant. Et d'ailleurs, plusieurs de ces comptes ont la même illustration, la même photo de profil, image de profil, je crois, qui est Pepe the Frog, qui est un mème assez connu. Et là, sur 4chan. Et là, évidemment, ça va taper dans un imaginaire absolument extrêmement puissant dans la complosphère qu'on appelle le complotisme prédictif. C'est de dire qu'effectivement, il y avait des signaux qui prédisaient le fait qu'un événement majeur allait survenir. Alors, j'ai pas fini dans ma liste, parce qu'on a aussi l'idée que... Continue, Rudy, continue. Non, mais que le nom du tireur aurait été cherché sur Google 12 heures plus tôt, ou plusieurs heures avant en tout cas, mais en Israël. Et ça s'explique aussi assez rationnellement. On avait eu la même chose sur l'attentat de Bondi Beach. Ça s'explique par probablement un eurodatage trompeur, ou alors des signaux faibles qui sont absolument pas significatifs. Pour vous dire à quel point quand même la pensée du soupçon est présente, le fait que J.D. Vance ait été évacué quelques secondes avant Donald on Trump... voit sur les images, on vient le chercher avant Trump, qui est plus loin par dans la salle. Une équipe de Secret Service, pour certains, c'est quelque chose de suspect. Voilà, on dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on évacue d'abord le vice-président, etc. Le fait que Melania Trump semble prendre conscience avant son époux qu'il est en train de se passer quelque chose est aussi interprété comme quelque chose de suspect. Et le fait que le manifeste de l'assaillant a été publié très rapidement, dès le dimanche, à la presse, dans le New York Post, eh bien, c'est aussi considéré par Marjorie Taylor Greene, ancienne Trumpiste en dissidence aujourd'hui. Elle dit que c'est étrange que ce manifeste ait été diffusé trop rapidement, selon elle. Nous avons donc évoqué la tentative d'attentat la semaine dernière qui fait le focus sur une fracture de la magasphère. Mais en vrai, on peut remonter plus loin en arrière. Rudy, quels sont les grands moments, les jalons de cette fracture ? Oui, on peut faire vraiment la généalogie de cette fracture, enfin de ces fractures en série. Gaza, Epstein, l'Iran, Charlie Kirk. Et tout ça culmine avec une sortie de Donald Trump le 9 avril contre ses anciens partisans. Il n'a jamais été aussi violent avec eux. Ça commence avec Marjorie Taylor Greene, qui est une élue républicaine trumpiste au départ, QAnon d'ailleurs, et qui se rapproche de l'écosystème démocrate, puisque c'est l'une des premières dissidents du trumpisme. Elle parle, par exemple, de génocide à Gaza. Elle reprend un vocabulaire qui n'est pas du tout utilisé, en général, à droite et par les conservateurs. Elle tombe assez rapidement en disgrâce, mais c'est surtout l'affaire Epstein, avec sa demande à Marjorie Taylor Greene d'une transparence sur cette affaire et sur les complice d'Epstein. On se rappelle que Trump, dès le mois de février 2025, il vient d'arriver à la Maison-Blanche, il fait remettre à des influenceurs MAGA une sélection de documents relatifs à l'affaire Epstein. C'est vraiment une opération de communication, mais qui n'aura pas l'effet escompté. Ceux qui rêvaient de trouver des preuves d'une compromission, notamment de l'establishment démocrate avec le pédosatanisme, en sont un peu pour leurs frais. Et on a en juillet 2025 le ministère de la Justice et le FBI qui concluent qu'il n'existe finalement aucune preuve qu'Epstein ait fait chanter des personnalités puissantes ou que son suicide aurait été un assassinat déguisé. Et donc, la base la plus complotiste de MAGA se sent frustré, se sent trahi aussi. Trump essaie d'éteindre la polémique, mais on a effectivement Marjorie Taylor Greene qui prend la tête de la croisade pour la transparence et qui est vraiment... elle est obligée de démissionner tellement elle perd le soutien de Trump. Oui. Oui, ce que je trouve assez intéressant ici avec cette fracture, qui est une sorte de fracture cumulative. Ouais. Rudy parlait d'abord effectivement du moment Gaza, qui a commencé à ouvrir cette brèche, et on sent qu'elle s'élargit évidemment par paliers suivant les épisodes. Donc c'est cumulatif, évidemment. Ouais. Et donc le moment Epstein, lui, évidemment, est celui qui, à mes yeux, probablement est un des plus puissants, des plus profonds, et surtout celui qui s'étale dans le temps. Dans le temps et publiquement, c'est-à-dire sur la place publique. C'est-à-dire qu'il traite Trump, il traite Marjorie Taylor Greene de traîtresse, ce à quoi elle rétorque que le véritable traître, c'est celui qui sert des pays étrangers et lui-même. Et quand elle dit pays étrangers, en réalité, tout le monde comprend Israël.
Ça, c'est la deuxième ligne de fracture. Et la fracture sur le dossier iranien, puisque ça commence en juin 2025 avec les États-Unis qui, avec Israël, bombardent les installations nucléaires. Ça, c'est considéré par la frange isolationniste, paléoconservatrice du Parti républicain, comme vraiment une trahison des promesses de campagne de Trump, qui disait « mais avec moi, il n'y aura pas de guerre, on va arrêter les guerres, etc. Il faut on va se concentrer sur le pays. » Oui. Voilà. Et donc, la frange qu'on appelle America First est vraiment vent debout contre ces interventions militaires et vent debout aussi contre l'alliance avec l'État hébreu au Moyen-Orient. On a Tucker Carlson, par exemple, alors lui aussi, qui songe d'ailleurs à une candidature en 2028. Il assure à ce moment-là qu'une guerre totale contre l'Iran signerait la fin de la présidence Trump. À quoi Trump répond quelqu'un peut-il expliquer à ce dingue de Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires ? Voilà, ambiance. Alors juste sur Tucker Carlson, qui a été un grand fidèle de Trump depuis le début. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il soutient effectivement, qu'il soutient Trump, et qui tout récemment a fait un podcast où il s'est excusé publiquement auprès de tout son auditoire et de tous ceux qui l'ont suivi, qui ont été fidèles, qui ont été ses fidèles, en leur expliquant « Écoutez, je m'excuse d'avoir soutenu quelqu'un que je dénonce aujourd'hui. » Et même, il va jusqu'à suggérer qu'on vit un moment antéchristique, c'est-à-dire d'une certaine manière que Trump, c'est l'antéchrist. Enfin, il faut voir le niveau de folie que ça atteint. En mars, on a eu la démission assez spectaculaire du directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent, qui, dans sa lettre de démission, explique qu'il est manifeste que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Et dans la foulée, il va au micro de Tucker Carlson et il explique que la tentative d'assassinat raté contre Trump à Butler en juillet 2024, eh bien en fait, c'est un événement sur lequel il y aurait des doutes parce que le FBI dissimulerait des éléments essentiels. Donc il remet une pièce dans la machine à complot. Autre date importante dans l'histoire de cette fracture de la droite et de la magasphère, c'est l'assassinat de Charlie Kirk. Oui, septembre dernier, Charlie Kirk, c'était une personnalité qui faisait le pont entre un peu toutes les sensibilités de la mouvance MAGA. Il meurt, la nature a horreur du vide, et la place est à prendre. Encore une fois, c'est un jeune trentenaire, Charlie Kirk. Et dans la foulée, Tucker Carlson invite dans son émission, en lui offrant vraiment un boulevard, Nick Fuentes, qui n'a pas 30 ans, lui, qui est un jeune suprémaciste blanc, assez ouvertement néo-nazi, ou en tout cas hitlerolâtre, très antisémite. Et en décembre, eh bien, tout ce petit monde règle ses comptes dans un événement de Turning Point USA. On a Ben Shapiro, commentateur républicain, qui explique que Carlson est responsable de ça, de légitimer des thèses antisémites. Ted Cruz, lui aussi, un fidèle de Trump, du Parti républicain, explique qu'il n'a jamais vu une telle libération de la parole antisémite au sein du Parti républicain, que c'est historique. Et on a Candace Owens, elle aussi, grande figure de la complosphère antisémite, il faut le dire aussi, qui se met à attaquer la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk. Elle fait une série quand même de vidéos pour la présenter comme une imposteur qui cacherait une prétendue ascendance juive qui serait une fausse chrétienne, etc. Oui, ce qu'il faut bien insister sur ce moment, Charlie Kirk, c'est que évidemment cette fracture au sein de la base trumpienne se fait sur des récits complotistes. En gros, ils sont en train tous de se déchirer les uns les autres. Une partie d'entre eux, qui sont plutôt anti-Trump, qui m'ont expliqué que Charlie Kirk, il y a eu une mise en scène, ou que celui qui est le tueur n'est pas le vrai tueur, ou que pour ce qui est de Candace Owens, elle explique que c'est la femme de Charlie Kirk et l'institution pour laquelle elle travaille aujourd'hui qui serait probablement derrière cet attentat. C'est-à-dire que cette fracture autour de cet assassinat fort symbolique de Charlie Kirk travaille encore aujourd'hui une partie de la magasphère. Et puis pour bien marquer cette fracture, revenons sur cette publication de Donald Trump. Ouais. C'était le 9 avril dernier, une véritable pépite, Rudy. Ouais, postée sur son compte Truth Social. Son réseau social. Il s'en prend à ses anciens alliés, très nommément, donc Tucker Carlson, Alex Jones, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, qu'il appelle Marjorie Traitor Brown. Voilà, c'est un jeu de mots trumpien. Et lui, ce qu'il nous dit, Trump, c'est que tous ces gens ont des QI bas et qui sont stupides. La meilleure preuve étant qu'ils ont tous été virés de la télévision. Évidemment. Il conseille à Tucker Carlson d'aller consulter un bon psychiatre. Il se réjouit que Alex Jones ait perdu sa fortune pour avoir diffamé les parents de victimes du massacre de l'école Sandy Hook en 2012. On se rappelle que c'est pas du tout ce que disait Trump en 2015 lorsqu'il louait l'incroyable réputation d'Alex Jones dans l'émission
déclaration de Jones. Et puis surtout, il espère que Brigitte Macron gagne beaucoup d'argent à l'issue du procès pour diffamation qu'elle a intenté aux États-Unis contre Candace Owens, qui est là aussi qualifiée de folle. Candace Owens qui accuse la très respectée première dame de France d'être un homme alors qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est Trump qui le dit. C'est Trump qui dit ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que sur ce sujet, pour une fois, il n'est pas complotiste. Donc tout est à front renversé. C'est ça qui est assez spectaculaire. Oui, ce que je trouve assez Tristan. dingue dans cette séquence-là, c'est que là, on a effectivement un Trump qui pilonne publiquement avec l'outil le plus puissant qu'il a, qui est son compte sur Truth Social, où on retrouve vraiment le cœur nucléaire de ceux qui le soutiennent. Donc quand lui, il oriente son canon, son réseau social, son canon vers ses adversaires, c'est terrible pour ceux qui en sont la cible. Marjorie Taylor Greene s'était plaint du harcèlement plusieurs fois publiquement en disant qu'il y avait des menaces de mort suite aux charges de Trump contre elle-même. Et là, on a, avec ce tweet-là, encore une fois, le canon ouvert où il saupoudre et il bombarde toutes ces figures de la complosphère américaine et qui les jette en pâture à la base la plus exaltée de ceux qui les soutiennent sur Truth Social. C'est l'heure de conclure. Que va-t-il se passer ? J'ose ma dernière question. Est-ce que c'est la fin du Trumpisme, Tristan ? Alors, la fin du Trumpisme, je ne sais pas, mais ça dit quelque chose d'un peu plus profond sur la dynamique propre à la complosphère en général. C'est rare que la complosphère reste un espace unifié. La trajectoire naturelle de la complosphère, c'est l'autophagie, c'est le cannibalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a plusieurs têtes, plusieurs figures qui font surface, à un moment ou à un autre, on devient l'opposition contrôlée, on devient... On est fait partie du excommunié, système. il s'entre-dévore en fait. On s'entre-dévore, on devient toujours quelque part un ennemi intérieur. Encore une fois, un opposant contrôlé, un ennemi caché, etc. Il n'y a pas de place pour plusieurs têtes. Il y a un peu ce syndrome, j'allais dire, peut-être Highlander, il ne peut en rester qu'un, ou Battle Royale si on veut. Il n'y a pas de place pour plusieurs têtes. Et donc mécaniquement, il y a une fragmentation qui se crée sur la durée. Pendant un moment, il peut y avoir une certaine unité sur certains sujets, mais ça dure qu'un temps. Rudy ? Oui, on a appris là, il y a très peu de temps, que Cole Allen, donc le tireur de l'attentat manqué du 25 avril, Cole Allen, en fait, quand on regarde ses réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il était complotiste sur l'attentat de Butler de 2024. Et quand on lit son manifeste, on voit qu'il qualifie Donald Trump de pédophile, de violeur et de traître. C'est-à-dire des choses qu'une partie aujourd'hui de la droite radicale américaine pense aussi sur Trump. Donc ça, c'est un paradoxe assez cruel pour Donald Trump, mais on en a parlé longuement aujourd'hui. L'autre... dernier enseignement, c'est que ce qui se joue quand même aujourd'hui, c'est vraiment une guerre ouverte pour le contrôle du Parti républicain post-Trump. J.D. Vance, par exemple, il sait que pour concrétiser ses ambitions présidentielles pour 2028, il ne peut pas s'aliéner le soutien de notamment la jeunesse la plus radicalisée du Parti républicain. C'est probablement la raison pour laquelle il manque assez manifestement d'empressement à clarifier sa position sur toutes ces questions-là. L'antisémitisme et aussi le complotisme. Donc, ce sera très intéressant de voir quel type de campagne pourra faire J.D. Vance à l'avenir. Et on y reviendra, bien évidemment. Merci Rudy, merci Tristan, merci à l'équipe du jour, au son Aurélia de la Tuilerie, à la vidéo Floriane Bercani et Cyril Balta. C'était le 108e numéro de Complorama. N'oubliez pas de vous abonner et rendez-vous dans 15 jours.